L'idée de l'intervention de ce matin, c'est de vous parler de ce fameux DSM-5 qui a été fort décrié. Moi aussi, d'ailleurs, je le décriais. Et puis je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser un outil qui nous est imposé comme une référence? Donc voilà un peu le plan de l'intervention. Pourquoi on a choisi le DSM? Les 10 au sein du DSM-5, des caractéristiques communes à tous les TND. Aujourd'hui, TND, c'est le mot qui s'impose. 10, bon, on va en parler. Et puis de vous dire ce qu'il n'y a pas dans le DSM et qui devrait intéresser les gens. Et puis en plus, peut-être qu'on peut penser les aides à partir d'un petit truc qu'il y a dans le DSM. Donc ça, c'est pour la fin, c'est pour vous apporter un peu. Tout en respectant le temps imparti, 20 minutes. Alors pourquoi le DSM? La CIM 10, il y a très peu de la CIM 11 maintenant, il y a très peu de différence en fait. C'est parce que le gouvernement il a pondu successivement pas mal de trucs relativement inintéressants, parce que ça parle du parcours de soins, mais ça ne parle jamais de la démarche des gens qui évaluent vos enfants et qui les accompagnent. C'est ça qui est important, et c'est ça dont je vais essayer de vous parler aujourd'hui. Et donc ce DSM-5, il a été choisi comme référence scientifique parce qu'il n'y en avait pas d'autres, mais parce qu'effectivement le gouvernement il a besoin d'une référence. Et dans le DSM-5, à l'ouverture du DSM-5, on parle de ces troubles du neurodéveloppement, et il y a 6 paquets au sein desquels on trouve des choses qui parlent des apprentissages. Comment on retrouve les 10 dans les TND? Eh bien, les 10 dans les TND, ils sont un peu éparpillés. J'ai essayé de vous le montrer là. Mais déjà, si on s'intéresse aux troubles dits de la communication, il y a les dysphasies, dont va vous parler Leslie, mais des troubles de la communication, il y en a quand on est déficient intellectuel, quand on a un trouble du spectre de l'autisme ou quand il y a un TDAH. Un TDAH se passe d'une drôle de façon. Donc non seulement on a créé des catégories, mais ces catégories, ces tiroirs ne sont pas étanches. Donc on va revenir au mot en 10, parce que ça c'est fondamental. Avec Michel Mazot, ça fait 25 ans qu'on essaye d'expliquer ça et on n'est pas entendu, donc il faut qu'on le redise, mais il faut qu'on le redise différemment. Et quand on n'est pas entendu, en général, c'est qu'on ne dit pas les choses de la bonne façon. Donc les mots en 10, ceux qui sont le plus connus et ceux qui intéressent la FF10, c'est les mots en 10 qui réfèrent aux troubles des apprentissages. Donc 10 lexie, 10 orthographie, 10 calculi, ça parle bien des apprentissages fondamentaux. Et ce n'est pas des diagnostics, c'est des symptômes. Ça devient des diagnostics quand on accole un deuxième mot et qu'on dit dyslexie phonologique, dyslexie visuelle. Là, on dit pourquoi cet enfant est tellement en difficulté dans l'apprentissage du langage écrit. Et il y a d'autres mots en 10 qui, eux, visent spécifiquement une fonction cognitive, c'est-à-dire un outil dans notre cerveau. Les autres 10 dont on vient de parler, comme le dirait très bien Stanislas Dehaene, nécessitent un recyclage neuronal. C'est-à-dire que le cerveau il est contraint de s'adapter à l'apprentissage de la lecture. Il n'y a pas de fonction cognitive du langage écrit, ça le devient. Par contre, dans notre cerveau, on a un outil précablé pour le langage et pour les gestes. Et donc, quand c'est en panne, quand c'est déficitaire, quand c'est atypique, ça va créer des conséquences dans un domaine ciblé. Le langage, le geste, le verbal, le non-verbal, diraient les psychologues. Et puis, il y a d'autres mots en 10 qui sont beaucoup moins connus, mais qui commencent un petit peu à se diffuser. Par exemple, un syndrome dysattentionnel et dysexécutif, TDAH, les dysomnésies, on commence à en parler. Là, on a des atypies dans des fonctions cognitives, dans des outils du cerveau, qui, lorsqu'ils sont déficitaires, vont entraîner des conséquences transversales, des conséquences dans les apprentissages et dans la vie de tous les jours. Quand on a un problème de mémoire, un problème d'attention, on l'a en maths, on l'a en français, on l'a en histoire géo, on l'a à la cantine, on l'a à la halte garderie. Donc c'est important de bien se rendre compte que derrière les mots en 10, il y a des réalités différentes avec des conséquences différentes. Donc, la dysphasie, la dyspraxie, les syndromes dysattentionnels et dysexécutifs, TDAH, dysphasie, ça, ce sont des diagnostics de déficit cognitif. Ils sont responsables d'handicap en soi. La dysphasie, c'est un handicap dans le système de communication le plus usité par les humains, le langage oral, mais ils sont aussi responsables de handicap, de situations de handicap en cascade. En général, quand on a une dysphasie, surtout si elle est phonologique, on va avoir une dyslexie associée, phonologique, qui ne sera pas du tout une comorbidité, c'est une conséquence logique. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec les TND, tout le monde est dans le même bateau.
C'est-à-dire que le DSM décrit, pour chacune des situations, ça c'est une diapo résumée du DSM, si vous voulez, au niveau des troubles neurodéveloppementaux, des critères communs. C'est-à-dire qu'on ait une dyslexie ou un trouble du spectre de l'autisme, ces critères doivent être mesurés, objectivés, écrits. Il y en a deux, ça paraît un peu un truisme. La palisse aurait pu en faire autant. Apparition précoce, c'est normal, c'est du développement. Évidemment, à un âge différent selon le créneau de développement, on peut faire un diagnostic d'autisme à 18 mois, il va falloir attendre un petit peu plus longtemps pour une dyslexie. Une très belle formule américaine n'est pas mieux expliquée par. Ça veut dire, les enfants, que quand on se réfère au DSM-5, quand on accepte l'existence des troubles neurodéveloppementaux, on affirme haut et fort que ce qui explique le mieux les symptômes de l'enfant, c'est une atypie cognitive, une atypie développementale, même s'il y a quelque chose d'autre associé. Et il y a souvent des choses associées, mais pas toujours. Le troisième critère, c'est un peu chiant, parce que c'est celui qui est régulièrement oublié ou sous-estimé par les évaluateurs. C'est de montrer, comme le dit encore très bien le DSM-5 américain, que ça interfère gravement, que ce n'est pas rien ce trouble. Alors évidemment, pour l'autisme, ça peut parler aux gens. Pour la dyslexie, ça peut peut-être moins parler aux gens. Pourtant, c'est une réalité commune à tous les troubles neurodéveloppementaux. Ça se traduit en français par situation de handicap. Et vous connaissez, en tout cas vous devriez connaître par cœur la définition du handicap reprise dans la loi de 2005. C'est une limitation d'activité cognitive qui entraîne une restriction de participation à l'école ou dans la vie de tous les jours en raison d'une panne cognitive. Donc, j'introduis maladroitement le topo beaucoup plus scientifique de Michel. On peut penser aujourd'hui qu'il y a un dysfonctionnement génétique, c'est-à-dire que le cerveau il est mal programmé, il est mal conçu au départ pour qu'un apprentissage puisse se faire. Vous voyez là, Michel le reprendra, les zones visuelles qui voient les lettres et les groupes de lettres, la zone du son à gauche. Quand on apprend à lire, se crée une autoroute entre ces zones du son et de la compréhension et puis ces zones visuelles. En fait, quand on est 10, je pense que c'est un peu comme ça dans le cerveau. Et c'est difficilement rattrapable. Voilà. Donc, si on se résume sur cette première partie, s'il y a une situation de TND avérée, alors on dit qu'il y a un déficit dans la sphère de la cognition et qu'il y a des conséquences, on va dire diverses et variées, plus ou moins graves, plus ou moins intenses, dans la vie de tous les jours, et en particulier pour aujourd'hui dans les apprentissages. Le problème, c'est que les apprentissages fondamentaux, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de savoir lire. Ce n'est pas un apprentissage en soi. Ça sert à quelque chose pour continuer la scolarité. Le fait de maîtriser les apprentissages fondamentaux, ça libère des ressources pour continuer l'école, jusqu'au niveau que l'on peut atteindre en fonction de ses capacités. Donc, je vous donne un exemple. Si le temps d'école en CE2, la participation en classe, est liée à la compréhension d'une consigne écrite, que j'ai un trouble cognitif métaphonologique, trouble primaire, qui entraîne une dyslexie phonologique, trouble secondaire, alors je suis en restriction de participation. Quand je lis la consigne, je ne la comprends pas, donc je suis avec les autres, inclusion, mais je ne peux pas réussir comme les autres, handicap. Si on me lit la consigne, on lève la situation de handicap. Dysorthographie, très mauvais mot, dysorthographie d'ailleurs, c'est trouble de l'expression écrite, on pourrait dire, ça serait un peu mieux. L'enseignant me demande de traduire ma pensée, ma leçon apprise, mon raisonnement à travers l'écrit. Je ne suis pas capable d'écrire. Restriction de participation. Il m'interroge à l'oral, je suis capable de le faire. Donc c'est ça, cette situation de double tâche. Ça n'existe pas en soi, la double tâche. La double tâche, c'est la traduction d'une situation de handicap qui persiste. Je peux lire des syllabes, mais je ne comprends pas un texte. Je peux écrire une lettre, mais je ne peux pas produire une réponse attendue via l'écrit. Et puis, dernière petite chose dans le DSM, on va y revenir tout de suite, c'est qu'on oblige les gens à mesurer l'intensité. Donc, c'est des troubles sévères, et on parle de troubles sévères, intermédiaires ou légers. Des troubles légers d'une situation sévère, ça me pose problème. Donc, moi, je dis sévère, intermédiaire ou moins sévère. Alors, qu'est-ce que le DSM-5 ne raconte pas et qui est très important? Première chose, c'est la démarche d'évaluation.
Ça décrit des symptômes, particulièrement dans le TDAH. Mais ça ne dit pas aux gens comment il faut faire pour poser un diagnostic. Ce n'est pas le boulot du DSM, en fait. Et puis, la deuxième chose, et on va commencer par là, c'est les liens entre les troubles cognitifs et les apprentissages et les conséquences. En particulier, bon sang de bonsoir, que des symptômes peuvent être liés et qu'il n'y a pas que des multidis. Il faut arrêter avec ça. Un même trouble cognitif peut entraîner pléthore de symptômes scolaires. D'accord ? Mais que par contre, si, et c'est de la médecine de base, quand vous arrivez aux urgences, l'interne, il essaye de trouver un point commun entre vos multiples symptômes pour poser un diagnostic. S'il y a des symptômes qui ne se retrouvent jamais ensemble, ben c'est qu'il y a deux diagnostics. Ben là, c'est pareil. C'est ça une comorbidité. Ce n'est pas une accumulation de symptômes. Par exemple, quand on a un TDAH, eh bien, on a une grande difficulté dans l'acte de parler, dans l'acte d'écrire, dans l'acte de poser une opération, dans l'acte de traduire son raisonnement, etc., etc. Donc les troubles DND, il y a des causes et puis il y a des conséquences. C'est ça qui est important. Et donc il y a des TND qui sont des troubles globaux. La déficience intellectuelle, on peut discuter d'ailleurs de 10 et de déficience intellectuelle, mais ça ne me pose aucun problème. La question, c'est quand on est 10 avec une déficience intellectuelle, si on ne tient pas compte de la déficience intellectuelle, on est complètement à côté de la plaque. Et on va demander à l'enfant des efforts qu'il ne pourra malheureusement pas faire. Il y a des TND avec des conséquences transversales, comme le TDAH, comme les... Ben non, la mémoire, ça ne fait pas partie des TND, tiens, c'est bizarre. Et puis il y a des déficits très ciblés, par exemple le déficit métaphonologique qui va donner une dyslexie phonologique. Il y a un handicap quand on a à lire, voilà. Si on n'a pas à lire, on n'est pas handicapé. Alors, c'est quoi les oubliés du DSM? Parce qu'il y en a un paquet. Il y a les troubles gnosiques visuels. Vous ne trouvez pas ça dans le DSM-5, ça existe. Les troubles praxiques, j'ai mis un petit peu entre guillemets, parce qu'il y a quand même le TDC, mais les troubles visuospatiaux, le syndrome des exécutifs, l'outil, enfin la situation où il y a le plus de recherches dans le monde actuellement. On ne l'a pas dans le DSM. Les troubles mnésiques, c'est une erreur et c'est une horreur. Et puis même le trouble dit du sens du nombre, pour les gens qui s'intéressent à la dyscalculie. Donc cette diapo-là, vous ne la trouverez nulle part. Je ne vais pas la diffuser. Mais c'est comme ça que vous devez penser le DSM. C'est que dans le cerveau, il y a un paquet de fonctions cognitives, même avec des fautes. Et puis, ça donne des conséquences diverses et variées en fonction de la ou les fonctions cognitives qui sont atypiques. Et que c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. C'est-à-dire que chaque cas est particulier. Alors, est-ce qu'on peut avoir des préconisations qui partiraient directement du DSM? Eh bien oui, c'est ce que j'ai essayé de faire dans un petit bouquin qui vient de sortir. Premièrement, quelle que soit la situation, vous devez toujours vous poser la question, à quoi sert cet apprentissage? Lire, ça sert à comprendre. Faire de l'expression écrite, ça sert à exposer son raisonnement. Il faut se poser cette question-là. Et puis, quelle est la fonctionnalité de cet outil? Est-ce qu'il comprend un peu quand il lit? Est-ce qu'il ne comprend pas du tout? Ou est-ce qu'il comprend bien avec des adaptations? Si vous vous posez ces deux questions-là, qui sont fondamentales, vous allez avoir un projet adapté. Or, moi je suis un médecin de terrain, je suis allé dans des centaines de réunions d'école. On se pose 1000 questions qui n'ont rien à voir avec l'enjeu. Et l'enjeu, c'est ça. À quoi ça sert cet apprentissage? Et est-ce qu'il est fonctionnel pour cet enfant-là? Et à ce moment-là, on revient au DSM. On se dit, il y a des situations sévères, on va compenser. C'est tellement sévère que l'enfant n'y arrive pas. On voit bien qu'il ne comprend vraiment rien toujours en CM1 de ce qu'il lit. On voit bien que quand il doit transcrire par l'écrit, il n'est pas capable de le faire. Si c'est moins sévère, on peut adapter. On peut écarter les mots, écarter les lignes, colorier les syllabes, on peut faire ce qu'on veut. En général, ça dure un temps quand même. C'est des béquilles pour les petits. Et puis entre les deux, on va, en fonction de l'évaluation, on va plutôt aller vers l'adaptation ou plutôt aller vers la compensation. Merci. N'oubliez jamais que la rééducation, la remédiation, l'idée derrière, c'est de changer le cerveau de l'enfant, de changer un cerveau qui est génétiquement mal programmé. Il y a des risques, ça peut être un pari risqué. Le contournement, lire à la place de l'élève, dicter à un ordinateur, c'est viser la diminution de la situation de handicap. Avec les apprentissages fondamentaux et les techniques d'aujourd'hui, c'est aisé.
c'est une décision des adultes de faciliter la vie scolaire des enfants. C'est beaucoup moins risqué et c'est très efficace. Ça va poser des problèmes quand on passe des troubles qu'on appelait avant instrumentaux à des troubles plus globaux comme le raisonnement, la disponibilité, la cognition sociale, où là on n'a pas tellement d'outils pour compenser. Donc, vous avez grosso modo un certain nombre de fonctions cognitives qui permettent de rentrer dans les apprentissages, et l'inclusion, c'est essayer de trouver des mesures qui mettent le plus grand nombre d'enfants le moins en difficulté possible en s'adaptant d'emblée aux difficultés qui pourraient exister. On va améliorer l'extraction des informations, on va favoriser la modalité de réponse la plus adaptée, la plus facile pour l'enfant, l'oral, l'écrit. On va essayer d'améliorer la disponibilité pour que le raisonnement se mette en œuvre dans le cas du TDAH. On va utiliser un langage peut-être un petit peu moins élaboré que celui des classes pour certains enfants. Et puis, quand on a des troubles de la mémoire, on va fractionner les informations s'il y a un problème de mémoire de travail, ou on va donner les supports s'il s'agit d'un problème de mémoire à long terme. Finalement, le masque, ça fait qu'on a moins d'oxygène, mais c'est la fin. Pour faire des formations, effectivement, comme vous le disiez, mes formations s'adressent pour la plupart du temps aux enseignants. Je veux leur redonner une place. Ça y est, je fais comme les politiques d'avant. Je veux redonner une place aux enseignants. C'est facile à dire, ça. Mais le faire, c'est travailler ensemble. Et je pense que 70% des enfants que j'ai vus en consultation, si les enseignants avaient pu travailler avec nous, si on avait travaillé ensemble, s'ils connaissaient comment le cerveau apprend, les pannes possibles, 70% des enfants que j'ai vus, je n'aurais pas eu à les voir. Et ça, c'est de l'inclusion. Penser à faciliter la vie scolaire des enfants, en sachant qu'il y en a 10% effectivement. Et on perd de l'argent, on crée des structures parce qu'on a enlevé la responsabilité qui est celle des enseignants. J'ai entendu des enseignants dire « je pourrais faire des choses pour lui, mais si je n'ai pas de diagnostic, je ne le fais pas ». Où on en est arrivé. Voilà. Conclusion, vous l'avez dit, il faut commencer tôt. Ne pas penser tout en comorbidité. J'ai tellement souffert de voir ces enfants qui ont de multiples rééducations chaque semaine, ce qu'aucun adulte n'accepterait et qu'au bout du compte, ça ne le fait pas parce qu'on ne s'attaque pas à la cause, aux troubles cognitifs. Et puis enfin, et je terminerai là-dessus, c'est que tout ça ne sert strictement à rien si on n'a pas mesuré les points forts. Et que tous les enfants peuvent être inclus dans une classe, c'est citoyen, mais que malheureusement, tous les enfants ne peuvent pas forcément réussir une scolarité. Et quelquefois, actuellement, avec les procédures qui sont mises en place, réussissent une scolarité, mais échouent au moment de l'employabilité, ce qui est la dernière humiliation qu'on peut leur faire subir. Voilà. Je suis désolé d'être aussi ému et d'avoir aussi peu d'oxygène, mais c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui.